La veille de Noël, dans un village perdu du Reconcavo brésilien, une femme a préparé un festin. Le colonel et ses 3 fils étaient invités. À l'aube, il ne restait que la fumée et un chaudron d'huile encore brûlante. Pendant 100 ans, on a tenté d'effacer son nom, Maria do Reconcavo. Mais les flammes ne s'éteignent jamais. Ce soir, vous allez découvrir l'histoire de celle qui a rendu la justice avec le feu. Il existe dans les terres étouffantes du Reconcavo baïanais une histoire qu'on murmure encore quand la nuit est épaissie et que les marées montent jusque aux mangroves. Une histoire si monstrueuse qu'elle a traversé les générations comme une brûlure, un secret que même les prêtres ont refusé de bénir. On l'appelle simplement la nuit où Maria fit bouillir les hommes. Personne ne sait exactement quand tout a commencé. Certains disent 1923, d'autres 1918, au sortir qu'une guerre mondiale qui avait rien à voir avec les campagnes perdues du Brésil colonial. Mais tous s'accordent sur un détail. C'était la veille de Noël, une nuit où le vent portait l'odeur du sucre brûlé et du sang. Maria de Santana, connue dans le bourg de São Félix sous le surnom de Maria do Reconcavo, n'était pas née pour la violence. Les témoins la décrivent comme une femme fine, au regard clair, silencieuse comme la marée basse. Elle avait une beauté tranquille, mais un air de bête blessée. On disait qu'elle avait connu des hommes puissants, qu'elle savait lire et écrire. Un scandale pour une métisse pauvre à l'époque. Son mari, João, était mort 2 ans plus tôt, broyé par une machine à canne. On avait étouffé l'affaire. Le propriétaire du moulin, le colonel Alvaro de Mendonça, avait promis quelques réals à la veuve et enterré l'histoire. Mais les anciens racontent que Maria n'avait jamais oublié. Le colonel Mendonça, lui, régnait sur des centaines d'hectares de canne et d'hommes. Il avait 3 fils, élevés comme des princes dans un royaume de boue et de sueur. Arthur, le plus vieux, brutal et ambitieux. Estevão, l'intermédiaire, plus calculateur, un visage de serpent. Et le plus jeune, Miguel, à peine 20 ans, d'une beauté innocente qui faisait chavirer les cœurs des domestiques. Les 3 suivaient leur père comme des vautours suivant un charnier. Pendant des années, Maria travailla pour eux. Lessive, cuisine, ménage, toujours silencieuse, toujours digne. Ce n'est que bien plus tard qu'on comprit qu'elle observait, qu'elle attendait. Les rapports de police retrouvés dans les archives de Cachoeira en 1946 mentionnent un détail troublant. Le 23 décembre, Maria aurait acheté, au marché de São Félix, 3 litres d'huile d'arachide, un sac de charbon et des herbes aromatiques. Rien d'anormal pour une servante préparant un banquet de Noël, mais un vendeur de ferraille déclara des années plus tard qu'elle avait aussi demandé un grand chaudron en cuivre capable de contenir un veau entier. C'est cette même nuit qu'elle invita le colonel et ses fils à dîner. Ce qui se passa ensuite relève du mythe, de la rumeur, de la terreur collective. Mais les registres judiciaires, du moins ce qu'il en reste, confirment la mort atroce des 4 hommes. Les journaux de Salvador parlèrent de une scène infernale, d'un festin devenu massacre. Aucun journaliste ne réussit à pénétrer la maison. Seuls les gendarmes purent raconter ce qu'ils virent. Le 25 décembre au matin, quand le soleil se leva sur le Reconcavo, une fumée noire s'élevait encore du domaine Mendonça. L'air sentait le fer chaud et la graisse brûlée. On trouva dans la cuisine les restes d'un repas interrompu. Pain, vin, fruits et un chaudron immense, encore tiède, où flottaient des morceaux informes. Maria, elle, n'était plus là. Un voisin jura l'avoir vue marcher vers la rivière vêtue de blanc, les pieds nus, portant un chapelet. Un autre prétendit qu'elle riait. Un 3e assura qu'elle chantait un cantique de Noël. Personne ne sut la vérité. Les autorités locales, embarrassées, parlèrent d'un accident. L'huile aurait pris feu, provoquant l'explosion du chaudron. Mais les habitants du bourg ne crurent pas à cette version, car, selon eux, la vengeance de Maria avait été lente, méthodique, presque sacrée. Un prêtre capucin du couvent de São Francisco, le père Duarte, écrivit dans son journal. Il y avait dans ses yeux une lumière d'enfer, mais une paix étrange. Elle n'a pas fui comme une criminelle, elle est partie comme une âme en mission. Ces mots furent censurés par la police, mais une copie fut retrouvée en 1968
dans les archives ecclésiastiques. Et c'est là que commence le véritable mystère. Car au-delà du crime, au-delà de la folie ou de la vengeance, quelque chose dans cette histoire dépasse la logique. Plusieurs témoins jurèrent avoir vu Maria après sa disparition, d'abord à Cachoeira, puis à Santo Amaro, enfin à Salvador. Partout, la même description, une femme vêtue de blanc, les mains couvertes de brûlures, priant devant des églises abandonnées. Une vieille servante, Donna Filomena, raconta à un journaliste français dans les années 30. Elle a dit « Le sang se lave dans l'huile, pas dans l'eau ». Et puis elle a disparu. Mais que signifiait cette phrase? Était-ce la confession D, une meurtrière ou le message codé D, une femme ayant survécu à elle, indicible? Les experts forensiques qui ont rouvert le dossier en 1958, à la demande d'un procureur obsessionnel, notèrent plusieurs anomalies. Les corps n'étaient pas entièrement calcinés. Certains membres semblaient avoir été sectionnés avant la cuisson. Des traces de cordes furent retrouvées dans la salle à manger. Aucun signe de lutte n'était visible, comme si les victimes avaient accepté leur sort. Ce détail, troublant, fit naître une théorie insoutenable. Et si Maria n'avait pas agi seule? Et si les fils avaient participé à un rituel, à une mise en scène macabre, orchestrée par une folie familiale? Les psychiatres appelés plus tard à commenter le dossier évoquent une psychose collective. D'autres parlent d'un pacte. Mais au cœur du récit, il reste ce silence. Celui d'une femme humiliée, exploitée, effacée du monde, qui aurait choisi le feu pour se faire entendre. Un soir, bien des années plus tard, une enseignante de Salvador passionnée d'histoire locale retrouva un fragment de carnet attribué à Maria. L'encre avait pâli, le papier portait des traces d'humidité, mais quelques lignes étaient encore lisibles. Leur rire sentait le sucre brûlé. Dieu n'a rien vu, alors j'ai prié avec mes mains. Cette phrase suffit à raviver la légende. Les conteurs du Reconcavo se mirent à parler de la veuve du feu, une femme dont la colère purifiait les péchés. Dans certaines fazendas, on dit encore que chaque veille de Noël, la brise porte un parfum d'huile chaude et que les chiens hurlent sans raison. Était-ce une simple superstition? Ou bien la trace persistante d'un drame si violent que il avait déchiré le tissu même du réel? Les historiens hésitent, les prêtres se taisent. Mais dans les écoles, les enfants apprennent à ne jamais prononcer son nom après minuit. Car, selon la croyance populaire, Maria n'est jamais morte. Le dossier officiel de la police de Bahia, classé sous la référence 12 923 CR, aurait dû clore l'affaire. Mais il n'en fut rien. Dès les premières semaines suivant le drame, des incohérences apparurent, les rapports d'autopsie avaient disparu, les photographies du crime étaient introuvables, et le seul témoin direct, une servante nommée Inacia, fut retrouvée pendue derrière l'église quelques jours après son interrogatoire. Suicide, conclut-on. Mais certains murmuraient qu'elle avait vu trop de choses. L'inspecteur chargé du dossier, Eusebio Ramos, un homme méticuleux à la moustache fine, nota dans son carnet « Les morts semblaient apaisés. Les visages n'exprimaient pas la peur. C'est cela qui me hante. » Il décrivit aussi une odeur étrange dans la pièce. Pas seulement celle de Léa à l'huile et du sang, mais quelque chose de plus doux, presque sucré. Certains y virent un symbole. La vengeance de Maria aurait eu le parfum même de la canne à sucre, cette matière qui avait détruit sa vie. Mais pourquoi avoir choisi le feu? Pourquoi l'huile? Un anthropologue, le professeur Joaquim Fontes, publia en 1931 une étude intitulée « Rituel de purification dans le Reconcavo colonial ». Il y évoquait le syncrétisme des croyances africaines et chrétiennes et notait que l'huile chaude était parfois utilisée dans certains cultes anciens pour libérer les âmes prisonnières de la honte. Aurait-elle cru libérer son mari ou se libérer elle-même? Une chose est sûre, Maria connaissait les rituels. Née dans une famille d'esclaves affranchis, elle avait grandi auprès d'une grand-mère réputée pour ses prières secrètes et ses remèdes. Dans le village, on disait que la vieille parlait avec les saints et les morts. Le colonel Mendonça, lui, méprisait tout cela. Il se vantait d'avoir civilisé la région, mais derrière cette façade d'ordre se cachait un système brutal, quasi féodal. Ses ouvriers vivaient dans la misère.
Les femmes, surtout les domestiques, étaient souvent les proies silencieuses de ses fils. Lorsque l'enquête rouvrit brièvement en 1958, à la demande du procureur Thomas Léal, des témoignages oubliés refirent surface. Une certaine Donna Candida, alors âgée de 90 ans, affirma avoir été témoin un soir des cris venant du manoir Mendonça bien avant la tragédie. On entendait des pleurs, puis le rire du colonel, et la voix d'une femme qui disait « Dieu me voit ». Cette phrase, reprise des années plus tard par des conteurs de rue, devint presque un refrain, un avertissement. Mais là où l'affaire devint plus inquiétante, c'est lorsque le prêtre Duarte, celui-là même qui avait décrit la « paix étrange » dans les yeux de Maria, disparut à son tour. En 1926, il fut retrouvé mort dans sa cellule, le corps couvert de brûlures circulaires, comme si quelqu'un avait pressé contre sa peau des pièces de cuivre chauffées. La presse étouffa l'affaire. Le diocèse invoqua un accident domestique. Pourtant, sur le mur de sa cellule, un mot fut gravé à la hâte. « Elle est revenue ». À partir de là, le mythe prit vie. Dans les années 1930, des voyageurs rapportèrent avoir croisé, sur la route entre Santo Amaro et Cachoeira, une femme errante, les mains bandées, vendant de petits flacons d'huile parfumée. Elle ne parlait presque pas, mais lorsqu'on lui demandait son nom, elle répondait « Maria de Santana ». Un journaliste de O Estado da Bahia la rencontra en 1934 et écrivit « Elle semblait hors du temps, comme une survivante d'un autre siècle. Ses yeux étaient d'un vert presque douloureux, et quand elle parlait, on sentait qu'elle connaissait la vérité sur la mort. » Peu après la publication de cet article, le journaliste fut retrouvé mort dans sa chambre, le visage couvert d'huile. Le parquet conclut à un suicide. Le professeur Fontes, lui aussi, mourut de manière suspecte, brûlé dans l'incendie de sa maison, entouré de dizaines de cahiers de notes calcinées. Ce que ces morts avaient en commun, tous enquêtaient sur Maria do Reconcavo. À mesure que les décennies passaient, la légende se transforma. Les habitants du Reconcavo commencèrent à invoquer Maria non plus comme une meurtrière, mais comme une justicière des femmes humiliées. Dans certaines maisons, on plaçait une petite coupelle d'huile près des fenêtres, en signe de protection. D'autres prétendaient que si l'on murmurait son nom devant un feu, les flammes vacillaient, comme si quelqu'un écoutait. Les autorités ecclésiastiques condamnèrent ces pratiques. En 1942, l'évêque de Feira de Santana fit brûler publiquement plusieurs statues de cire représentant Maria. Mais les femmes du peuple continuèrent à l'honorer en secret. Une anthropologue française, Marguerite Duval, visita la région en 1951 et nota dans son carnet « Ce N est pas une criminelle que quand il vénère, mais une sainte inversée. Maria représente la revanche des silencieuses. Elle est devenue un archétype, un mythe de feu et de honte. » Ces notes furent publiées à Paris en 1955, puis interdites au Brésil. Pourtant, un élément nouveau émergea dans les années 1960, quand on retrouva, au fond d'un coffre scellé dans le tribunal de Cachoeira, plusieurs photographies jaunies, 4 silhouettes floues, assises à une table, et derrière elles, une femme debout, regardant l'objectif. Légende manuscrite, Ceia de Natal, 1923. Les experts affirmèrent que la photo avait été prise quelques heures avant le massacre. Ce qui troubla tout le monde, c'est le détail que Song on ne remarqua que après agrandissement. Sur le bras droit du colonel, une marque sombre, comme une brûlure ancienne, en forme de main. Et sur le visage de Maria, un sourire imperceptible, presque triste. L'inspecteur Ramos, qui avait conservé son carnet jusqu'à sa mort en 1971, écrivit dans sa dernière note « J'ai compris. Ce n'était pas une vengeance. C'était un jugement. Mais un jugement de qui? De Dieu? Du diable? D'une femme trahie? » Les théories modernes oscillent entre explication criminologique et interprétation mystique. Un documentaire diffusé à la télévision brésilienne en 1983 osa évoquer la possibilité d'un empoisonnement préalable. Selon les experts, les hommes auraient été drogués avant d'être plongés dans l'huile. Une méthode trop raffinée, trop calme pour un crime de passion. Mais l'hypothèse la plus dérangeante vient d'un manuscrit anonyme retrouvé en 1992 à Salvador. Il prétend être le journal du fils cadet Miguel,
On y lit « Père m'a ordonné d'aller chercher Maria. Il veut qu'elle serve le repas de Noël. Il dit qu'elle doit payer. Mais ce soir, je crois que c'est nous qui allons payer. » Si ce texte est authentique, alors Maria savait. Elle savait qu'il la ferait venir pour l'humilier encore une fois. Et elle avait préparé sa réponse. À partir de là, le récit bascule dans une zone trouble, entre l'histoire et la légende. Certains chercheurs parlent d'un rituel de retour de feu, où la victime transforme la violence subie en purification brûlante. D'autres pensent que Maria était simplement lucide, méthodique, consciente que la seule justice possible dans ce monde lui appartenait. Ce qui est certain, c'est que son nom, au fil du siècle, devint synonyme d'une peur respectueuse. Les marins de la baie de Todos os Santos racontaient qu'en pleine mer, on pouvait voir parfois, au loin, une silhouette de femme tenant une lampe à huile, marchant sur les vagues. Une survivante d'un village voisin, interrogée en 1987, déclara « Maria ne voulait pas tuer. Elle voulait qu'il sente ce qu'elle avait senti quand son mari a brûlé dans la machine. » La boucle était bouclée. Et pourtant, le mystère ne s'arrête pas là. En 1998, des ouvriers creusant les fondations d'une maison à San Félix mirent au jour un objet étrange. Un chaudron de cuivre, intact, encore luisant malgré la boue, contenant 4 anneaux d'or. À l'intérieur, un fragment de tissu blanc et un médaillon gravé une prière latine. Ignis purgat omnia. Le feu purifie tout. Les experts datèrent l'objet du début du XXe siècle. Les habitants, eux, refusèrent de le toucher. Ils dirent que le chaudron appartenait à Maria et qu'il valait mieux le laisser reposer. Mais le soir même, un orage violent s'abattit sur la ville, détruisant le chantier. On jura que le tonnerre avait pris la forme d'un cri. Depuis, personne n'a plus osé creuser là-bas. Le terrain est vide, couvert d'herbes hautes, et les enfants du quartier l'appellent la maison de l'huile. Et parfois, à la veille de Noël, une lumière semble danser au-dessus du sol, comme un feu qu'aucun vent ne peut éteindre. À la fin du XXe siècle, l'histoire de Maria do Reconcavo semblait n'être plus qu'un mythe, une légende populaire racontée dans les veillées ou étudiée dans les départements d'anthropologie des universités brésiliennes. Pourtant, en 2001, un événement inattendu raviva la peur ancienne. À Santo Amaro, une famille entière fut retrouvée morte dans sa cuisine, les corps disposés autour d'un poêle encore allumé, des traces d'huile éclaboussant les murs. Aucun signe d'effraction, aucun vol. Et sur la table, une assiette de fruits, un chapelet et une inscription tracée dans la graisse, Ceia de Natal. Le commissaire chargé de l'enquête, un certain Ricardo Fontes, descendant direct du professeur Joaquim Fontes, déclara à la presse « Ce crime n'a aucun sens rationnel. C'est comme si quelqu'un rejouait une scène ancienne. » Les médias s'emparèrent aussitôt de l'affaire. Les journaux titrèrent « Le fantôme du Reconcavo frappe encore ». Les plus sceptiques parlaient d'un imitateur, d'un copycat obsédé par la légende. Mais les détails troublaient même les enquêteurs les plus endurcis. Les 4 victimes portèrent des vêtements blancs, identiques, et chacune d'elles tenait dans sa main droite un petit flacon de huile des arachides. Aucun ADN étranger ne fut retrouvé. Dans la région, on parla de malédiction. Les anciens dirent que l'esprit de Maria revenait chaque fois que l'injustice se répétait. Une veuve battue, un enfant violé, une humiliation restée impunie. Il suffisait d'un acte atroce pour que la chaleur monte dans les murs, que l'air devienne lourd, que les lampes tremblent. Mais la question restait entière. Qui ou quoi perpétuait cette mémoire? Une historienne brésilienne, Lucia Tavares, publia en 2003 un ouvrage fascinant intitulé « Maria do Reconcavo », entre mythes et archives. En croisant témoignages, documents judiciaires et récits oraux, elle proposait une hypothèse dérangeante. Maria aurait survécu, changé d'identité et vécu sous le nom de Maria das Dores, une guérisseuse installée dans les collines de Feira de Santana, jusque dans les années 1950. Elle appuyait sa thèse sur un certificat de décès daté de 1957, mentionnant une femme de 82 ans, analphabète, portant les mêmes cicatrices aux mains que celles décrites dans les rapports de 1923. Mais si Maria avait survécu, qui était alors cette figure spectrale qui semblait hanter la région depuis un siècle?
Dans un documentaire tourné en 2005, la réalisatrice Isabela Nogueira interrogea des habitants âgés. « Vous croyez que Maria existait vraiment ?»« Oh, elle existe encore, répondit une vieille femme, mais elle n'est plus chère. Elle est le feu qui nous regarde. » Le film, projeté au Festival de Salvador, fit scandale. On y voyait des séquences filmées de nuit. Des silhouettes anonymes déposant des lampes à huile au bord des rivières, murmurant des prières à voix basse. Ces images, floues et vibrantes, donnèrent l'impression d'un culte souterrain toujours vivant. Peu après la diffusion du film, le hangar où étaient stockées les bobines originales brûla entièrement. Aucune cause officielle ne fut déterminée. C'est à ce moment que la figure de Maria franchit un nouveau seuil. Dès un mythe local, elle devint un symbole national, puis international. Des artistes, des militantes féministes, des cinéastes se réapproprièrent de son image, celle une femme qui avait retourné contre ses bourreaux les armes même de leur pouvoir. Mais dans le Reconcavo, cette récupération suscita malaise et peur. Les anciens disaient « Maria n'aime pas qu'on parle pour elle. Elle revient quand on prononce trop fort son nom. » Et comme pour leur donner raison, une série d'événements étranges se produisit. En décembre 2006, dans la paroisse de Saint-Félix, le prêtre chargé de la messe de Noël interrompit brusquement sa prédication. Il affirma avoir vu, au fond de l'église, une femme vêtue de blanc, debout dans l'ombre, un chapelet à la main. Quand il s'en approcha, elle disparut, mais à l'endroit précis où elle se tenait, on retrouva une petite flaque d'huile claire. Les fidèles prirent cela pour un signe. Le lendemain, des dizaines de bougies furent déposées sur le parvis, et une chanson ancienne fut entonnée. Maria do Reconcavo, que le feu te garde et nous protège. Ce regain de ferveur inquiéta les autorités ecclésiastiques. Un évêque déclara publiquement que cette superstition obscène devait cesser. Quelques jours plus tard, sa résidence fut partiellement détruite par un incendie accidentel. L'histoire semblait rejouer son propre cycle. Et pendant ce temps, l'historienne Lucia Tavares poursuivait son enquête. En 2007, elle obtint l'autorisation exceptionnelle d'accéder aux archives privées du diocèse de Cachoeira. Parmi les documents scellés depuis des décennies, elle découvrit une correspondance inédite entre le père Duarte et un autre ecclésiastique anonyme. Dans une lettre datée de janvier 1924, on pouvait lire « Le colonel Mendonça a confessé avant sa mort avoir jeté le mari de Maria dans la chaudière de la sucrerie. Le feu l'a pris vivant. Peut-être est-ce pour cela que elle a choisi, elle, huile, pour lui rendre la même flamme. » Ces lignes confirmaient enfin ce que beaucoup soupçonnaient. Le crime de Maria N n'était pas gratuit, mais le reflet exact de celui qu'elle avait subi. Quand cette révélation fut publiée, la région tout entière sembla retenir son souffle. Les descendants des Mendonça, encore influents, nièrent farouchement. Certains menacèrent de poursuites. D'autres quittèrent discrètement le pays. Mais la vérité, désormais, ne pouvait plus être enterrée. Le 24 décembre 2008, jour anniversaire du massacre, un incident étrange se produisit à Salvador. Dans un musée d'histoire locale, une lampe à huile exposée dans une vitrine se mit à brûler d'elle-même, sans contact ni étincelle. Le feu dura exactement 8 minutes. Aucun dégât, aucun blessé. Les caméras de surveillance captèrent la scène, mais la vidéo s'effaça mystérieusement la nuit suivante. La directrice du musée, interrogée, déclara « Ce n'était pas une combustion, c'était une présence ». Depuis, chaque année, à la même date, les habitants déposent des lampes à huile le long du port. Certains disent que les flammes s'inclinent toutes dans la même direction, celle de Saint-Félix. C'est dans ce contexte que la journaliste française Claire Morel, correspondante à Rio, décida en 2012 de consacrer un reportage à Maria do Reconcavo, la sainte interdite du Brésil. Elle interrogea Lucia Tavares, visita les ruines du manoir Mendonça et recueillit des enregistrements audio auprès des habitants. Mais quelques semaines avant la diffusion du documentaire, Claire Morel disparut. Sa voiture fut retrouvée sur la route de Santo Amaro, vide, les portières ouvertes, et sur le siège passager, un flacon d'huile. Les autorités parlèrent d'un enlèvement,
puis d'une fuite volontaire. L'affaire fut classée. Cependant, 1 an plus tard, un pêcheur trouva au bord du Paraguaçu une cassette audio couverte de boue. Elle contenait les dernières notes enregistrées par Claire. « J'ai vu la maison, j'ai vu le chaudron, et j'ai entendu une voix, douce, qui disait « Ce n'est pas la fin ». Cette phrase, diffusée à la radio brésilienne en 2013, relança la légende. Depuis, les chercheurs continuent à débattre. Maria est-elle une figure historique ou un symbole incarné par des femmes anonymes, une métaphore devenue chère, une mémoire collective qui se matérialise quand la douleur atteint son paroxysme? Une chose pourtant demeure constante dans tous les témoignages, le feu. Toujours le feu, comme si la chaleur elle-même était la trace vivante de son passage. En 2019, une équipe d'archéologues dirigée par l'Université fédérale de Bahia entreprit de fouiller les ruines du manoir Mendonça. À 2 mètres de profondeur, ils mirent au jour des fragments de porcelaine, des couverts en argent et un objet minuscule, à peine visible, une médaille fondue portant la gravure d'un cœur enflammé. Un des chercheurs sceptiques plaisanta. Peut-être un souvenir de Maria? Quelques jours plus tard, le laboratoire où l'objet était conservé prit feu. L'incendie inexplicable détruisit tout. Seule la médaille survécut, intacte. Et c'est alors que la rumeur enfla à nouveau. Certains affirmaient avoir vu la nuit suivante, sur les hauteurs de São Félix, une lueur rouge, comme un feu suspendu dans le ciel. Les habitants restèrent cloîtrés chez eux. Les chiens hurlaient sans s'arrêter. Et à minuit, le clocher de l'église sonna 13 fois. Depuis, plus personne ne doute que Maria est encore là, invisible mais présente, gardienne d'un passé que le pays n'a jamais voulu affronter. Car au fond, son histoire n'est peut-être pas celle d'une tueuse, mais d'une mémoire vivante, celle des femmes brûlées, des ouvriers broyés, des silences qu'on n'a jamais entendus. Et si le feu continue à brûler dans le Reconcavo, c'est peut-être simplement parce que la justice, elle, n'a jamais été rendue. Au tournant de la 3e décennie du XXIe siècle, le nom de Maria do Reconcavo réapparaissait partout, dans les universités, les musées, les réseaux sociaux, les chansons populaires. Pour certains, elle incarnait la révolte, la justice ancestrale. Pour d'autres, elle restait un avertissement, la matérialisation d'un feu que nul ne devrait rallumer. Mais derrière cette fascination renaissante, quelque chose d'invisible se préparait. En 2021, l'Université fédérale lança un projet numérique baptisé Arquivo Maria, destiné à rassembler toutes les traces documentaires de l'affaire. Les chercheurs mirent en ligne plus de 1000 pages de rapports, d'articles et de témoignages. Parmi eux, un enregistrement inédit du vieil inspecteur Eusebio Ramos, retrouvé dans une boîte en fer. Sa voix, tremblante, murmurait « J'ai menti. Je l'ai vue après. Elle m'a regardé. Et j'ai compris qu'elle n'était pas humaine. Elle était le feu qui se souvient. » Quelques jours après la mise en ligne du document, le serveur de l'université prit feu. Les sauvegardes furent perdues. On parla d'un court-circuit. Mais dans la vidéo de surveillance, les flammes semblaient naître non pas des câbles, mais de l'écran même où apparaissait le nom Maria. C'est à ce moment qu'une jeune chercheuse, Isadora Ramos, arrière-petite-fille de l'inspecteur, décida d'aller plus loin. Elle entreprit de reconstituer les dernières heures de la nuit de Noël 1923, minute par minute, à partir des archives. En croisant les plans du manoir, les témoignages et les analyses des experts, elle découvrit une anomalie. Une pièce manquait. Sur les plans officiels, entre la cuisine et la chapelle privée, figurait un espace sans porte ni fenêtre, désigné par une simple annotation au crayon, « Sala reservada ». Personne n'en avait jamais parlé. Intriguée, Isadora se rendit sur place, accompagnée d'un caméraman et d'un archéologue. Le manoir, désormais en ruine, se dressait comme une carcasse de pierre rongée par le temps. Le vent soufflait entre les poutres noircies. L'air sentait la rouille et la pluie. Ils commencèrent à fouiller la zone indiquée sur le plan. Après plusieurs heures, le sol céda sous leurs pas. Sous les dalles, ils découvrirent une petite pièce voûtée, intacte. Au centre, un autel en pierre. Et sur l'autel,
un chaudron de cuivre, identique à celui décrit dans les rapports de 1923. Mais ce n'était pas un chaudron ordinaire. À l'intérieur, soigneusement disposé, reposaient 4 crânes humains, et, au milieu d'eux, une 5e tête, plus petite, presque enfantine. Un frisson traversa l'équipe. Les analyses ultérieures révélèrent que le 5e crâne appartenait à une femme d'environ 30 ans. Datation au carbone. Décembre 1923. Ce détail bouleversa toute la chronologie, car si ce crâne était bien celui de Maria, qui avait alors été vue marchant vers la rivière, priant, chantant, qui avait parlé aux témoins, qui était apparu, année après année, dans les récits, les visions, les flammes. L'affaire prit une tournure vertigineuse. Les chercheurs parlèrent. Dans une décontamination mémorielle, elle et image de Maria aurait survécu non pas comme un esprit, mais comme un reflet collectif, nourri par la culpabilité et la peur. Chaque génération l'aurait recréée à son image, lui donnant chair et voix dans un cycle infini. Mais Isadora n'était pas convaincue. Dans son carnet retrouvé après sa mort, elle écrivait « Il y avait dans cette salle une chaleur qui n'appartenait pas à la terre. Le cuivre vibrait comme vivant. Et quand j'ai touché le chaudron, j'ai entendu une respiration. » Quelques semaines plus tard, Isadora fut retrouvée morte dans son appartement de Salvador. La cause officielle, asphyxie due à un incendie domestique. Mais aucune trace de combustion n'avait atteint son corps. Sur le mur, écrit en cendres, un mot. Pardon. À partir de là, le mythe de Maria dépassa toute tentative de rationalisation. Les réseaux sociaux s'emplirent de vidéos montrant des flammes surgissant sans cause, d'ombres féminines filmées près des églises, de voix murmurant des prières anciennes. Les sceptiques parlèrent de montage, les croyants d'apparition. Mais un détail revenait sans cesse. La présence d'une lampe à huile, toujours la même, posée quelque part dans le cadre, comme un témoin silencieux. En 2023, pour le centenaire du massacre, un grand musée de Salvador annonça une exposition commémorative intitulée « Feu et mémoire, le cas Maria do Reconcavo ». Les préparatifs furent minutieux. Reconstitution, objets d'époque, extraits d'archives. Parmi les pièces exposées, le fameux chaudron retrouvé sous le manoir Mendonça. Le soir de l'inauguration, les lumières s'éteignirent soudain. Un cri retentit. Lorsque le courant revint, le chaudron était vide. Sur le sol, une flaque d'huile fumante. Les caméras de sécurité montrèrent une silhouette blanche, de dos, s'éloignant lentement entre les vitrines. Les experts affirmèrent à la presse que il agissait de une panne et une illusion optique. Mais les gardiens jurèrent avoir senti une chaleur étouffante, comme si tout le musée brûlait sans flamme. Le lendemain, des centaines de visiteurs se rendirent sur place, déposant des bougies et des offrandes. Certains jurèrent avoir entendu, dans le vent, une voix féminine chantant un cantique de Noël. Le feu, encore une fois, était revenu. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Une chercheuse argentine, Elena Marquez, invita les habitants à raconter leurs propres histoires liées à Maria. Dans ces témoignages, un motif revenait. Le feu ne tuait plus. Il purifiait. Une femme battue vit son agresseur se brûler accidentellement, sans qu'elle ne l'ait touché. Un ouvrier injustement licencié échappa à un incendie inexplicable qui détruisit uniquement le bureau de son patron. Un juge corrompu mourut étouffé par la fumée dans une salle sans feu visible. Comme si le flambeau de Maria, désormais, s'était transmis. Les médias parlèrent d'épiphanie du Reconcavo. Les théologiens, eux, y virent une forme de justice divine. Mais les plus anciens, ceux qui se souvenaient encore des veillées et des contes murmurés à la lueur des lampes, savaient qu'il ne s'agissait pas d'une bénédiction. Quand Maria revient, disait-il, c'est que le monde recommence à brûler. Et en effet, le monde brûlait. Les champs de Cannes étaient à nouveau la proie des flammes. Les inégalités persistaient. La violence contre les femmes atteignait des sommets. Le feu de Maria semblait s'étendre, non plus dans un village perdu, mais dans les consciences mêmes de ceux qui refusaient d'oublier. Dans un dernier entretien enregistré avant sa mort, Lucia Tavares, la grande historienne, déclara « Ce n'est plus une légende, c'est un miroir. Maria n'a pas disparu,
Elle est devenue ce que nous sommes quand nous cessons de nous taire. Quelques mois plus tard, sa maison brûla entièrement. Les pompiers retrouvèrent son ordinateur calciné, sauf un fichier resté intact. Son titre, Ella vole tout, elle est revenue. Et puis plus rien. Jusqu'à ce Noël 2024, où un phénomène stupéfiant se produisit. Dans les villes du Reconcavo, au moment précis de la messe de minuit, les cloches se mirent à sonner toutes ensemble. Les lampadaires s'éteignirent. Et dans les vitres, les habitants virent leurs propres reflets. Mais derrière chacun d'eux, une femme vêtue de blanc, les mains noircies, le regard paisible. Les témoins décrivirent une sensation de chaleur douce, presque maternelle. Certains tombèrent à genoux, d'autres s'enfuirent en criant. Quand la lumière revint, les murs des maisons portaient une même inscription, écrite en suie. Le feu n'est pas vengeance, il est mémoire. Personne ne comprit comment cela avait été fait. Les autorités parlèrent d'un acte de vandalisme collectif. Mais aucune trace, aucune empreinte, aucune caméra ne montra quiconque avait bougé cette nuit-là. Depuis, le Reconcavo vit dans une étrange paix. Les crimes ont diminué, les habitants se parlent à voix basse et à chaque Noël, ils déposent de l'huile dans de petites lampes au bord de la rivière. Mais les anciens continuent de dire que ce calme est que un souffle avant la prochaine flamme. Car tant que l'injustice existera, tant que les puissants riront pendant que les faibles brûlent, Maria reviendra. Peut-être sous un autre nom, un autre visage, mais toujours avec la même lumière dans les yeux. Celle qui ne pardonne pas l'oubli. Et si un soir, alors que vous préparez votre repas, vous sentez une odeur d'huile chaude sans raison, ne cherchez pas d'où elle vient. Fermez les yeux. Écoutez, car c'est peut-être elle, Maria du Reconcavo, celle qui fit bouillir les hommes pour qu'enfin le monde refroidisse. Et dans le silence qui suit, si vous entendez un léger rire, ne craignez rien. Ce n'est pas un fantôme, c'est juste l'histoire qui respire encore.